Hello à tous, donc nous avons ici la chance de débunker un des bugs dans cette vidéo qui sera en deux parties, car comme expliqué dans mon vlog dimanche dernier, abonnez-vous pour pas rater le prochain, et je vais scinder la vidéo en deux parties, justement pour pouvoir m'assurer d'avoir une meilleure qualité de travail et de recherche, et vous fournir du meilleur contenu. Alors aujourd'hui on va traiter d'un seul point dans la vidéo, et on traitera de tous les autres petits points dans la vidéo de jeudi prochain à 17h30. Donc vous pouvez aller voir la vidéo avant, qui est dans la description. Mais il n'est pas sans rappeler les vagues de suicides qui touchent la communauté trans aujourd'hui. Selon une étude réalisée en 2015, un transsexuel sur 3 a tenté de se suicider. Une autre étude affirme que les personnes trans sont 2 fois plus susceptibles de commettre une tentative de suicide que les personnes homosexuelles. Alors bien entendu, les défenseurs de cette cause nous expliqueront que ce désarroi est dû à la transphobie, à la pression de la famille et de l'entourage, voire à celle de la société. Et c'est sans doute vrai, mais cet argument seul est un peu faible. En effet, beaucoup de personnes éprouvent le harcèlement et des difficultés, elles ne se suicident pas pour autant. Or, les trans sont des hommes et des femmes comme les autres si on en s'en tient à leur théorie. Ils ont juste renoué avec leur être profond. Pourquoi alors se suicideraient-ils dans des proportions si importantes? Alors contrairement à lui, je vais pas me permettre de donner mon avis, je vais plutôt vous exposer 10 types de pressions différentes que subissent les personnes trans, donc en plus des personnes cisgenres, et comme ça, vous pourrez vous faire un avis si toutes ces raisons peuvent expliquer ou non, effectivement, une différence dans le taux de suicide des personnes trans, parce que son argument c'est ça, les personnes trans sont plus instables et se suicident plus, on veut nous faire croire que c'est à cause des discriminations, tout ça, mais moi je pense que c'est plus que c'est parce que c'est des personnes instables de base. Libre à vous de vous faire votre avis après ce qu'on va voir juste maintenant. Premier type de discrimination, les discriminations au logement. Donc on a par exemple déjà des articles qui recensent les populations justement des sans-abri, qui témoignent en fait que lesbiennes, gays, bi et trans sont largement surreprésentées dans la population des jeunes sans-abri. Il me semble que la majorité des personnes sans-abri, ce n'est pas par choix, donc il y aurait une tendance quand même. Une autre étude de 2010 aux États-Unis, les jeunes trans sont surreprésentés dans la population des SDF. La stigmatisation et la discrimination seraient des causes justement de pourquoi il y a plus de sans-abri chez les transgenres. Alors, une petite troisième de 2018 qui dit exactement la même chose. Bien évidemment, tous les liens sont dans la description de la vidéo. J'ai trouvé une étude super intéressante faite sur quasiment 23 000 vétérans, dont 5 700 trans et 17 000 cisgenres, qui quand même a conclu que la prévalence de l'instabilité du logement était près de 3 fois plus élevée chez les vétérans trans que chez les vétérans cis. Donc on parle de vétérans, certes, mais bon, il y a quand même une différence 3 fois plus élevée. Je pense que c'est pas anodin. Et là, j'ai trouvé cette étude de 2011 super intéressante. Donc il y a 131 personnes trans qui ont été comparées à 28 000 non-trans. Donc 131, c'est pas un chiffre monstrueux, mais ça donne quand même une bonne tendance, je pense. Et en fait, l'étude conclut, qui a été faite dans le Massachusetts, qu'il y a peu de différences de santé finalement entre les personnes trans et non trans. Mais on parle vraiment des personnes dans les ménages. Donc en fait, finalement, les personnes trans qui ont un logement stable, comme les personnes non trans, montrent un niveau de santé équivalent. Et bon, pour ceux qui en doutent, même si je pense que vous comprenez pourquoi, je vous ai quand même mis 2 études qui vous montrent que le logement a quand même un impact sur la santé physique. Le logement est un déterminant social important de la santé physique et mentale, tandis que les participants qui avaient un logement stable avaient un niveau réduit de tentatives de suicide. Donc on a clairement un lien entre le fait d'avoir un logement et les tentatives de suicide. Bon alors là, cette étude de 2016 a une conclusion particulière, qui est qu'en fait, l'habilité des personnes à identifier si les personnes qui postulent à des emplois sont trans ou non augmente les chances que les personnes trans, femmes ou hommes, ne soient pas employées, en gros. Donc là, on dit clairement que les employeurs qui savent reconnaître si la personne est trans ou non va moins employer les personnes trans. Alors ici on avait des statistiques sur la discrimination dans l'emploi. Donc ce sont des statistiques basées sur 800 personnes en Grande-Bretagne, donc c'est un peu plus proche de chez nous. Près de la moitié des personnes trans ne se sentent pas à l'aise d'utiliser les toilettes publiques par crainte de discrimination ou de harcèlement. Non, c'est pas celui-là. Un tiers des personnes trans ont été victimes de discrimination en raison de leur identité de genre. Non, c'est pas celle-là. Plus d'un quart des personnes trans dans une relation au cours des dernières années ont été victimes de violences conjugales. Non, bon, c'est pas ça. Plus de 2 personnes trans sur 5 évitent certaines rues parce qu'ils ne s'y sentent pas en sécurité. Non, toujours pas. Moi, il est où ce texte? Une personne trans sur 4 a été victime de discrimination lors de la recherche d'une maison ou d'un appartement. Ah bah tiens, 2 personnes trans sur 5 ont déclaré que le personnel de santé ne comprenait pas leurs besoins. Non, toujours pas. Ah oui, mais c'était en haut, je suis bête. Un employé sur 8 a été agressé physiquement par un collègue
ou un client au cours de la dernière année. La moitié des personnes trans, 51%, ont caché leur identité au travail par peur de discrimination. Bon, je pense que ça ira pour l'emploi. Cette publication de 2016 parle pas mal des tentatives de suicide notamment, des problèmes de drogue et d'alcool qui s'en suivent. Et dans les facteurs en fait qui expliquent cela d'après cette étude, le rejet de la famille était associé à une probabilité accrue des deux comportements. Donc on sait que lors des coming out, les personnes trans sont régulièrement, pour pas dire souvent, rejetées de leur famille ou d'une partie de leur famille, et ça influe directement sur les tentatives de suicide. Une analyse sur plusieurs facteurs a reporté que les personnes trans, comparées aux personnes cisgenres, ont rapporté un plus haut rejet de leur famille. Bon, moins de support social, plus de solitude, de dépression, tout ça, que c'est relié directement à des comportements suicidaires. Bon, donc là c'est une étude de 2018 qui parle de la détresse des personnes trans. Les résultats suggèrent que un support émotionnel de la famille permet justement de limiter les effets des discriminations et la détresse psychologique pour du coup les personnes trans qui ont une famille, effectivement. À l'école, effectivement, les personnes trans n'y coupent pas, il n'y a pas de raison. Les femmes trans sont plus à risque d'avoir un accès refusé à une école ou à des sanitaires publics. Les femmes trans sont souvent la cible d'abus, d'intimidation, de harcèlement, de discrimination et de violence à l'école, ce qui entraîne d'importantes souffrances, on comprend pourquoi, et de graves conséquences dans le processus éducatif également. Donc là, on a également des conséquences à long terme, en plus de ce qu'on peut voir directement. Le manque de formation du corps médical aussi, par rapport aux personnes trans, c'est quelque chose de significatif aujourd'hui. Donc là, une data analyse quantitative indique que la moitié des personnels de santé ont été sensibilisés aux personnes trans. Donc c'est une étude qui a été faite sur 5 pays européens, dans laquelle la France n'est malheureusement pas incluse. Quelques pharmaciens se disent ne pas se sentir préparés pour traiter les cas justement individuels des personnes trans. Et on a notamment une anecdote dans l'émission de Ben Nevers, Tartine de Réhausseur, et où une des personnes interviewées disait que la pharmacienne n'était même pas au courant que les traitements sont pris en charge par la Sécu et qu'on n'a pas à les payer. Donc il y a des anecdotes assez, j'allais dire marrantes, mais non, pas du tout, que vous pouvez retrouver partout sur internet sans problème là-dessus. Une enquête et une analyse des personnes trans a révélé en fait qu'on pouvait améliorer la formation finalement du staff et la compréhension par rapport à la population transgenre. Et en fait, ils ont formé justement 12 cliniques. Et 3 mois après, les personnes de la communauté LGBT ne se plaignaient plus justement de ne pas avoir été compris dans leur processus médical de transition. Voilà, cette étude de 2017 qui est une revue de littérature, les personnes jeunes de la communauté LGBT ont une moins bonne qualité de soins due à la stigmatisation et au manque en fait de formation des personnes du corps médical. Donc là je vous mets que les études, mais vous pouvez trouver énormément de données, d'articles et de témoignages qui relatent justement ça. Donc là j'ai fait une catégorie tout en un, agression sexuelle, meurtre, viol, puisque vu qu'il y en a beaucoup, c'est documenté souvent dans les mêmes études. Donc il faut savoir c'est que ces études sont essentiellement faites en Amérique, où il me semble qu'il y a un taux plus élevé qu'en Europe, mais même si les tendances sont plus faible en Europe par rapport à l'Amérique, ça montre quand même que les personnes trans ne sont pas du tout à égalité là-dessus par rapport aux personnes cisgenres. En utilisant une analyse avec plusieurs facteurs, dont des antécédents de violence entre partenaires, une discrimination sexuelle plus élevée, donc tout ça était associé à des pensées suicidaires supplémentaires. On a aussi des antécédents d'abus sexuels pendant l'enfance, étaient significativement liés à des tentatives de suicide, on veut bien le croire. Environ un tiers des répondants avaient tenté de se suicider, plus de la moitié des personnes interrogées avaient été forcées à avoir des relations sexuelles, 56% avaient subi des violences à leur domicile et 51% avaient été victimes de violences physiques. Donc là, on est à Philadelphie dans les années 97 par rapport à l'étude, mais c'est quand même important de comprendre d'où ça vient. Si on refait la même étude aujourd'hui, peut-être que les données seraient plus basses, mais il y a quand même une différence significative indéniable. Et surtout, quelques études faites sur les personnes trans sont faites avant les années 2000, donc c'est important aussi de comprendre les contextes d'où ça vient. En espérant que les chiffres ne soient plus aussi élevés aujourd'hui, parce que là non.
Et cette étude va nous permettre de faire le lien avec ce qui arrive après. Alors l'hétérosexisme, c'est le fait d'être à l'encontre de tout ce qui n'est pas hétérosexuel, en gros. Et là, justement, c'est un article qui va nous parler de micro-agressions, donc des choses qui ne sont pas forcément des agressions physiques directement, mais qui sont quand même agressives pour la personne, comme ce qu'on va voir juste maintenant. Donc avec un point qui est que la transphobie, directement, ça tue des gens, et au mieux, ça dégrade l'état de santé et physique des gens. Un niveau plus faible de stigmatisation était associé à moins de tentatives de suicide, alors qu'un score plus haut de transphobie augmentait justement les tentatives de suicide. Étude de 2015, la recherche suggère que les personnes trans font face à un niveau plus haut de discrimination en société, ce qui contribue en proportion à augmenter les risques de santé. Donc là, on est sur une étude de 2017 basée sur des élèves trans, justement, dont on parlait tout à l'heure. Chez les jeunes transgenres, les symptômes dépressifs et la victimisation sont restés significativement associés à des probabilités plus élevées d'idées suicidaires. Et là, on a une étude qui va nous proposer ça sous un autre angle. Je vous mets 2 liens justement qui parlent des retraités LGBT dans des maisons de retraite LGBT comparés à des maisons de retraite non LGBT. Et en fait, on a un résultat significatif qui nous raconte que justement, les personnes âgées se sentent mieux dans des maisons de retraite LGBT parce qu'elles ne sont pas jugées, soumises à des stéréotypes, etc. Et finalement, les maisons de retraite LGBT permettent plus de bien-être parce que, justement, moins de stigmatisation, de transphobie, etc. La peur, justement, du coup, de la transphobie va aussi faire beaucoup de dégâts. Donc là, on a une étude très solide sur plusieurs milliers de personnes qui nous dit en fait que 19% des personnes interrogées se sont déjà vus refuser un support médical parce qu'ils étaient trans. Là, on est sur une étude publiée en 2020. Les personnes trans rencontrent des obstacles interpersonnels et structurels à l'accès aux soins de santé qui contribuent à reporter ou à éviter les soins de santé qui peut entraîner de mauvais résultats. Oui, forcément, si on est moins soigné, on est plus en mauvaise santé. Les personnes trans qui ont retardé les soins par peur de discrimination avaient un état de santé forcément retardé, donc c'est bien une réalité que les personnes trans vivent. Avant-dernier point, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces effets-là ont forcément des effets encore plus négatifs par un effet de cercle vicieux. Plus on est mal, plus on va avoir tendance à avoir des relations sexuelles à risque, des consommations de drogue, d'alcool, etc. Un taux de dépression qui augmente les tentatives de suicide. Et là, on va parler un petit peu de ça quand même. Les personnes qui ont été victimes de violences conjugales et ont consommé de l'alcool, etc., étaient plus à risque de tenter de se suicider. Donc vu qu'on l'a vu, les personnes trans sont plus victimes de violences conjugales, forcément, ça augmente le taux. Donc là, on a une étude qui a comparé plus de 300 personnes trans à 31 000 personnes non trans, donc on a quand même quelque chose de statistiquement important. Les facteurs de risque psychosociaux liés à la victimisation et aux symptômes dépressifs ont médié la relation, donc en gros, créé un lien entre justement l'identité de genre et la consommation de substances. Donc en gros, les jeunes transgenres courent un risque accru de consommation de substances par rapport aux pairs non transgenres. Donc là, on a une étude qui étudie surtout le lien entre VIH et femmes trans. Donc les résultats ont démontré que les femmes trans sans abri et logées marginalement avaient des taux de consommation de drogue illicite significativement plus élevés chez les femmes trans qui ont un logement. Et quand on fait le lien du coup avec la discrimination au logement, sachant que la consommation de drogue augmente la propension d'avoir des rapports sexuels à risque, donc la possibilité d'attraper des IST, donc entre autres le VIH. Cercle vicieux encore une fois. Ajoutez à cela la sensation de vivre dans un corps qui te dégoûte, ça fait un petit cocktail sympathique. Donc j'aimerais maintenant poser la question à là ou les personnes qui ont fait cette vidéo. Est-ce que vous êtes toujours sûr que toutes ces explications et discriminations des personnes trans ne peuvent pas justifier ce taux de tentative de suicide significativement plus élevé? C'est une question ouverte, libre à vous de vous faire votre avis. Mais il me semblait que des données c'était un peu plus intéressant qu'une phrase balancée comme ça à la volée dans une vidéo choc. D'ailleurs, comme détaillé dans ma première vidéo, il y a quand même un clair consensus sur le fait que les transitions augmentent significativement le bien-être des personnes trans. Du coup, je vous remets quelques liens dans la description de la vidéo, en plus de tous les liens que vous pourrez trouver dans la première vidéo. Attention, effet dramatique où j'enlève mes lunettes pour faire stylé à la fin de la vidéo. Par rapport à ce passage à la 11e minute de la vidéo. Et curieusement, on constate que dans ces pays, de nombreuses associations d'ex-transsexuels se sont montées pour témoigner. Ils expliquent aux jeunes dans la détresse les raisons qui ont motivé le choix de leur transition, puis ils reviennent sur leur détransition.
C'est un moyen pour eux de partager un témoignage, une expérience de vie et d'éviter à des jeunes de commettre des choix irréparables qui marqueront toute leur vie future. On a fait une petite vidéo à ce sujet il y a 2 semaines, on vous la met dans la description en vous invitant fortement à la regarder. Donc ça tombe très bien parce que ça fait quelques mois que je bosse sur ce sujet et je pense que ta vidéo sera un très bon point de départ justement pour parler des détransitions. Et vous allez voir que quand on remonte à la source des détransitions, allez, je vous spoil pas, la réponse sera dans 2 semaines puisque la semaine prochaine on traitera la partie 2 de cette vidéo, avec notamment est-ce que la transidentité est un phénomène récent ou pas. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui apprécient mon travail. Si vous voulez me soutenir sur YouTube, ça passe par des pouces, des commentaires, un abonnement et éventuellement des partages. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Et je vous dis à dimanche 9h30 pour mon vlog numéro 2. Ciao à tous!